La conteuse et l'art du conte. La conteuse regarda les visages des enfants qui s'étaient regroupés autour d'elle pour écouter les histoires qu'elle allait partager avec eux, avec le conseil de sa tribu du peuple tout petit. Le feu se reflétait sur le visage attentif des petits, donnant à la conteuse une audience d'admirateurs ravis. L'amour qu'il portait à la conteuse venait de la façon respectueuse dont la mère de clan les traitait. La conteuse avait enseigné aux précédentes générations de nombreux clans et tribus que les enfants sont des petits esprits adultes dans de petits corps. Le conseil des enfants devint donc le conseil du peuple tout petit. Le ciel de la nuit était sans lune, amenant des milliers d'étoiles dans le champ de vision. Cette nuit commençait le nouveau cycle lunaire de la lune des maturités. Le bol de médecine étoilé du ciel de la nuit donnait à chacun la sensation que quelque chose de spectaculaire était sur le point de se passer. La brise amenait le doux parfum des fleurs de mimosa qui pendaient des branches du cercle d'arbres autour de la hutte de la mère de clan. Des insectes dansaient en zigzag dans l'air auprès des grands roseaux, de l'amandes sauvage et du ruisseau bordé de trèfles rouges qui serpentaient à travers le campement. De temps en temps, des lucioles scintillaient en tremblant dans la chaude nuit d'été. La conteuse décida que c'était le moment parfait pour partager l'histoire qui raconte comment la luciole a eu sa lumière rayonnante. Les enfants qui constituaient le conseil du peuple tout petit étaient enchantés de voir la mère de clan, les étoiles et la danse des lucioles, sans pouvoir néanmoins décider de ce qui était le plus intéressant pour leur esprit curieux. Naweskenyo, commença la conteuse avec la salutation traditionnelle qui ramena à elle l'attention dispersée des enfants. Les petits savaient que ce salut était le signe officiel qu'il était temps pour eux de s'installer par terre, de rester très tranquilles et d'écouter sans interrompre. La conteuse ne racontait que des histoires courtes à ce conseil du peuple tout petit, parce que les plus jeunes, qui avaient à peine 3 ans, avaient une capacité d'attention bien moindre que les plus grands, qui faisaient aussi partie du conseil. Lorsqu'un enfant dépassait son 11e été, les garçons allaient dans le conseil des jeunes guerriers. Les filles, elles, rejoignaient le conseil du papillon, qui les préparait, tels des boutons de fleurs et des fleurs qui s'ouvrent à leur transformation en femmes. La conteuse s'éclaircit la gorge et commença à raconter. Il y a bien des lunes, on connaissait la luciole sous un autre nom. C'était une étoile et son nom était celui qui oublie de scintiller. Ce petit frère faisait partie de la grande nation des étoiles et vivait avec ses 7 sœurs étoiles qui brillent toujours avec éclat là-haut dans le ciel. La conteuse désigna les 7 étoiles de la constellation du Grand Bison en montrant aux enfants où la voir. Les 7 sœurs étoiles détenaient les 7 directions sacrées, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, en haut, en bas et à l'intérieur. Elles nous ont à tous appris, dans la tribu humaine, à honorer l'abondance que le grand bison nous apporte par chacune de ses directions. Celui qui oublie de scintiller était toujours triste, parce que ses sœurs avaient la mission de détenir pour le grand bison les 7 directions sacrées, alors qu'il n'était pas sûr de sa mission à lui. Il en était si triste que parfois il laissait sa lumière disparaître, et c'est ainsi qu'il reçut le nom de celui qui oublie de scintiller. Une nuit, alors que grand-mère Lune montrait sa face ronde, celui qui oublie de scintiller lui demanda la permission de quitter la nation du ciel pour se rapprocher de la terre-mère et en savoir davantage sur le but de sa vie. Grand-mère Lune lui dit qu'il pouvait y aller, mais qu'il devait faire attention à ne pas s'approcher trop près de la terre. Le magnétisme de la terre-mère pourrait l'attraper et l'empêcher de revenir chez lui. Celui qui oublie de scintiller fut d'accord pour faire attention et ne voyager que là où il serait en sécurité. La première nuit,
Celui qui oublie de scintiller voyagea à travers la nation du ciel jusqu'à se trouver suspendu dans les nuages au-dessus de la montagne sacrée. Son cœur était très heureux parce qu'il pouvait voir tous les petits frères et toutes les petites sœurs de la tribu des animaux jouer avec la clarté de la lune. Il héla frère Coyote et lui demanda s'il pouvait se joindre à lui pour jouer. Le coyote était connu par tous les autres animaux comme le filou, le malin, mais le petit qui oublie de scintiller ne connaissait rien sur les enfants de la terre parce qu'il n'avait été nulle part ailleurs que dans la nation du ciel. Ce filou de coyote lui cria qu'il serait enchanté si son petit frère Étoile voulait jouer avec lui. Et le coyote pensait que celui qui oublie de scintiller était bien trop éloigné. Celui qui oublie de scintiller réfléchit un moment, puis décida de venir plus près, en dansant dans le ciel, tandis que le coyote dansait avec lui sur la terre. Le coyote commença à parler au petit frère Étoile très doucement, amenant celui qui oublie de scintiller à se rapprocher encore plus pour entendre ce qu'il disait. Des paroles amicales de plus en plus douces attirèrent la petite étoile hors du ciel, jusqu'à ce qu'il vienne flotter jusqu'au-dessus de la tête du coyote. La conteuse s'arrêta un court moment, laissant tous les enfants se demander ce qui arriverait ensuite. Tous ces visages aux yeux écarquillés étaient maintenant rivés au sien. Aussi, elle éleva la voix de plus en plus fort et finalement cria pour raconter le passage le plus effrayant. Et c'est alors que ce misérable vieux filou attrapa celui qui oublie de scintiller et l'avala. Les enfants eurent le souffle coupé. Quelques-uns poussèrent un cri aigu, oubliant toute retenue pour un instant. Eh bien, je suppose que vous imaginez tous que celui qui oublie de scintiller fut terrifié lorsqu'il se trouva dans le ventre du fin filou. Ça n'allait vraiment pas. Il avait oublié de briller, et voilà qu'il ne savait pas le moins du monde comment il allait se sortir de cette histoire sain et sauf. À peu près au même moment où le coyote avalait le petit frère Étoile, grand-mère Lune avait baissé son regard et remarqué que celui qui oublie de scintiller n'était plus visible nulle part. Elle s'était mise à chercher encore et encore, mais ne vit pas où le petit frère Étoile pouvait être. Comme elle se faisait du souci, elle envoya les étoiles filantes qui étaient ses éclaireuses à la recherche du petit frère. En ces temps anciens, le peuple des comètes était les messagers de la grande nation des étoiles. Ils pouvaient aller et venir partout. Les étoiles filantes recherchèrent le petit frère du haut en bas du ciel sans pouvoir le trouver. À l'intérieur du ventre du filou, le petit frère Étoile était effrayé, mais il savait que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de se rappeler toute la sagesse que ses 7 sœurs lui avaient enseignée. Au bout d'un long moment, il finit par se souvenir pourquoi il s'appelait celui qui oublie de scintiller. Il avait toujours eu peur que sa lumière ne soit pas aussi jolie que celle de ses sœurs, alors il faisait seulement clignoter une petite lumière par-ci, par-là. Il se rebiffa et envoya toute sa lumière à l'intérieur de son petit corps d'étoile, s'illuminant lui-même et brillant de la façon la plus étincelante qui lui était possible. Le filou se rendit compte soudain que la plaisanterie se retournait contre lui lorsque toute sa fourrure se mit à s'allumer comme grand-père Soleil. Il courut comme un fou en essayant de se cacher des comètes que grand-mère Lune avait envoyées en éclaireuse pour retrouver le petit frère. Le filou avait repéré les étoiles filantes qui décrivaient de grands cercles au-dessus des prairies pour apercevoir et rechercher celui qui oublie de scintiller. Le vieux coyote croyait qu'il pourrait berner les étoiles éclaireuses aussi facilement qu'il avait trompé leur petit frère. Mais à présent, l'insaisissable filou était devenu si lumineux qu'il n'y avait aucun endroit où courir ou se cacher pour que les étoiles éclaireuses ne le repèrent pas. Pris de panique, le filou ouvrit sa gueule et cracha petit frère Étoile, puis détala. Les étoiles filantes répandirent la nouvelle auprès du peuple des nuages, qui la raconta à ceux du tonnerre, qui la dirent aux éclairs bâtons de feu. Ce misérable vieux filou méritait de goûter à sa propre médecine.
Très en colère, les amis du petit frère Étoile s'étaient assemblés dans la nation du ciel et fomentèrent des orages. Ils emplirent le peuple des nuages d'êtres de glace et de gouttes de pluie pour tremper et cogner le coyote avec des averses de grêle. Ino, le chef du tonnerre, cracha et gronda ses rugissements, et l'oiseau tonnerre fit battre ses ailes géantes, ce qui produisit un bruit colossal qui arrêta net le filou, tremblant de peur. Tous les enfants étaient bouche bée, les yeux écarquillés, fascinés par la conteuse, savourant la richesse de l'histoire du petit frère Étoile. Les frères et sœurs aînés s'approchèrent pour ramener les tout-petits dans leur hutte pour les apprêter à la venue du marchand de sable. Ils avaient tous entendu la conteuse raconter l'histoire du marchand de sable et savaient que, après l'histoire du soir, le marchand de sable viendrait saupoudrer son sable dans les yeux pour les endormir. Si les enfants étaient encore éveillés, le marchand de sable se mettrait en colère et leurs rêves ne seraient pas de jolis rêves. Mais s'ils étaient prêts pour la nuit, le marchand de sable apporterait des rêves heureux aux tout-petits. Tout le monde voulait de beaux rêves et c'est pourquoi la tribu n'avait jamais eu de difficulté à ce que les enfants mettent leur chaude tenue de nuit pour partir dans le monde des rêves. La conteuse suivit du regard le départ du conseil des tout-petits avec leurs parents et leurs frères et leurs sœurs aînées. Leur petite voix leur disait « Nawe, Axot, Ogadenek Kado ». « Merci, grand-mère, je me suis bien amusée. Nawe ». La mère du clan accueillit ses remerciements et adieux et se prépara à se retirer dans sa hutte. Elle adressa sa reconnaissance silencieuse au grand mystère pour l'enrichissement que les enfants avaient apporté à sa vie et pour les dons qu'elle pouvait transmettre aux tout-petits, en leur donnant ainsi des fondements solides pour leur croissance. Elle fut tirée de ses pensées par le hurlement du loup, qui cheminait toujours à côté d'elle en esprit. Son totem lui donnait la capacité de créer de nouveaux chemins pour apprendre et enseigner. Les loups des bois qui vivaient en meute dans les collines au-dessus de la rivière étaient devenus ses amis depuis de nombreuses lunes de maturité où la tribu était venue s'installer auprès de la rivière. Elle avait souvent observé leur façon de chasser et de jouer alors qu'elle explorait les collines là-haut. Elle éleva la voix pour saluer ses frères et sœurs, en leur retournant leur salut par un hurlement semblable au leur. Ils répondirent de nouveau au salut de la mère du clan, lui indiquant que le marchand de sable lui faisait signe de se reposer et de rafraîchir son corps pour qu'elle puisse rêver des joies qu'elle rencontrerait le jour suivant. Ils répondirent de nouveau au salut de la mère de clan, lui indiquant que le marchand de sable lui faisait signe de se reposer et de rafraîchir son corps pour qu'elle puisse rêver des joies qu'elle rencontrerait le jour suivant. Plus tard, la conteuse, enveloppée dans son vêtement de nuit, rêva de Lapi, parfois appelé le petit aigle noir. Dans son rêve, Lapi chevauchait le bison en se régalant des insectes ramassés sur sa fourrure. À la lumière du soleil brillaient le noir et le bleu sombre irisé des plumes de Lapi, éclatant parmi les touches blanches des plumes qui ornaient ses ailes et sa queue. Dans le rêve, Lapi enseigna sa médecine, qui était le don de soulager la douleur des autres. Petit aigle noir apprit à la conteuse que les contrariétés dans le corps étaient un avertissement pour indiquer qu'un changement était en train de se produire. Lapi raconta à la conteuse que certains des êtres à deux jambes refusaient de traverser de quelque sorte que ce soit la gêne physique, parce qu'ils ne comprenaient pas que les frissons et la fièvre étaient la façon dont le corps se débarrassait de certaines limitations. Quand la tribu humaine comprit les leçons de croissance qui résidaient dans le défi de ce qui les gênait, Lapi envoya son esprit pour enlever les difficultés physiques et la douleur. Comme l'aigle dont elle portait le nom, Lapi montrait aux deux jambes comment trouver la liberté. L'aigle enseignait la liberté de l'esprit et Lapi enseignait à laisser la compréhension et la liberté de l'esprit pénétrer dans le corps. Dans le rêve,
La conteuse était l'auditoire, de la même façon que les enfants étaient ses auditeurs à l'état de veille. La protectrice de l'humour manqua se réveiller lorsqu'elle faillit rire en entendant Lapi rabâcher à propos de sa cousine des régions tropicales de l'île de la Tortue. Lapi décrivit sa cousine ailée des régions tropicales de l'île de la Tortue comme possédant le plus gros bec imaginable et des plumes aux couleurs brillantes, du fait que le bec de sa cousine était si gros comparé à son corps qu'elle était connue pour mettre son nez dans les affaires de tout le monde. Mais en fait, elle repérait tout ce qui pouvait faire du mal. Le petit aigle noir désigna cette cousine comme le toucan et dit que sa médecine était le système d'alarme de la jungle. La cousine toucan visitait parfois les rêves de ceux de la tribu humaine qui vivaient loin, très loin, pour les rendre plus observateurs. Lorsqu'un ennui ou un danger s'annonçait, le toucan volait à travers la jungle dans le monde tangible ou bien envoyait son esprit voler à travers le temps du rêve pour donner l'alerte à ceux qui devaient tenir compte du danger signalé. Lapi suivait presque toujours le toucan, en volant à travers les rêves des humains pour leur montrer comment éviter les leçons douloureuses qu'ils rencontreraient s'ils n'étaient pas conscients des signaux d'alerte ou de danger qui jalonnaient leur parcours sur la route rouge de la vie. Petit aigle noir dit à la gardienne des histoires de médecine à quel point les avertissements de sa cousine au gros bec pouvaient enseigner aux humains à prendre conscience de situations où ils pourraient perdre leur sentiment de bien-être. Le toucan envoyait un avertissement dans les cas où la vie était menacée, rappelant aux imprudents rêveurs que la vigilance devait les sauver d'une atteinte physique. Comme le toucan vivait dans cette partie très lointaine de l'île de la Tortue, c'est à travers les rêves que Lapi avait amené sa médecine à la mère du clan, donnant à la conteuse connaissance de la médecine du toucan pour qu'elle bénéficie de sa protection si jamais elle en avait besoin. La conteuse remercia le petit aigle noir pour sa présentation et pour les leçons qu'elle avait ainsi découvertes dans son rêve. Lorsque la conteuse s'éveilla, elle constata que la lumière de Grand-Père Soleil ne gratifiait pas encore le ciel matinal. Ainsi resta-t-elle allongée en silence, réfléchissant à la médecine qu'elle avait reçue pendant la nuit. Sa tête s'emplissait d'histoires qui venaient l'une après l'autre, apportant de nouvelles façons de partager la sagesse qui lui avait été amenée. Elle éprouva une sensation de nouveauté en respirant l'odeur des plantes couvertes de rosée que lui apportait la brise du matin. La conteuse écouta la chanson de l'eau de la rivière qui courait auprès de sa hutte et fut heureuse. Les traditions orales continueraient à vivre aussi longtemps que ceux qui parlaient le langage des vérités éternelles continueraient à les transmettre de génération en génération, donnant aux enfants humains sur la terre une façon de comprendre leur vie. C'était un grand bonheur que les animaux qui enseignent veuillent bien partager leur médecine avec elles pour qu'elles puissent les transmettre à travers les contes qu'elles racontaient. La gardienne des histoires de médecine ferma les yeux un moment et vit l'esprit de son nouvel ami le toucan. Silencieusement, elle laissa ses pensées demander au toucan si cet être ailé avait envoyé son esprit auprès d'elle pour une raison particulière ou s'il était juste venu la saluer au début de cette nouvelle journée. Le toucan parla à la conteuse. Il lui murmura un message qui pour toujours resterait dans les mémoires de la protectrice de l'humour. « Mère, je suis venu te dire que bien des changements vont arriver aux deux jambes. Mon avertissement est double. Si les enfants de la terre oublient de rire d'eux-mêmes, ils périront par leurs actes, ces actes qu'ils font quand le sérieux étrangle le sens du jeu et du rire. La tribu humaine a besoin qu'on lui montre comment utiliser l'humour pour désamorcer des situations qui pourraient être douloureuses ou destructrices pour eux. S'ils oublient d'équilibrer le sacré avec l'irrévérence, la joie de vivre sera perdue. La deuxième partie de mon avertissement concerne la garde des traditions orales. Quand une histoire s'est mise à travers les générations et contient une vérité, les voix avisées de la médecine qu'elle propose soutiendront les humains dans leur croissance à travers le temps.
Laisser ces histoires s'éteindre serait une injustice. Les enfants de la terre changeront, et certains perdront leur connexion au monde de la nature. Mais, même si c'est seulement à travers leurs rêves, les histoires de médecine les maintiendront connectés au reste de leur famille planétaire. Qui peut dire ce qui est vrai en racontant un conte qui offre aux auditeurs une manière de réfléchir sur leur vie, sans accuser quoi que ce soit ou qui que ce soit? Et si ces avertissements leur permettent de revenir à l'équilibre de leur vie, ils parviendront à l'unité. La conteuse remercia le toucan pour son double avertissement, puis montra à son amie à plumes qu'elle avait vraiment compris ce message en lui répliquant « Ainsi, ma sœur Céleste au gros bec, je dois me souvenir que si l'on ne fait pas attention à la sagesse connue dans le récit des contes, on peut se retrouver à montrer sa queue au monde. » La conteuse et l'esprit du toucan rirent de bon cœur. La lumière du soleil traversait la grisaille devant l'aube. Les sévères conseils avaient été pris à cœur et compris. La menace des dures leçons que pouvait amener le déséquilibre renvoyait à la douleur et au chagrin humain. Mais le rire, lui, avait damé le pion aux nuages noirs que représentaient les limitations humaines. Ces nuages qui semblaient cacher les joies qui peuvent se découvrir dans le fait d'être un humain. La conteuse comprit et désira faire face au futur avec ses enfants en ayant toujours à l'idée que chaque être humain avait à trouver ses vérités pour lui-même afin de suivre l'évolution de l'esprit. Elle sut que ces histoires seraient un réconfort pour ceux qui se sentiraient fatigués sur la piste sacrée et que pour cette raison, elle leur en ferait cadeau. Ainsi, la vérité de la sagesse continuerait à se dire, la parole des traditions sacrées se perpétuerait, cela ne disparaîtrait jamais.